Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 6e numéro du Bistrot d'Alelosque saison 3, une édition du Bistrot d'Alelosque déplacée exceptionnellement au jeudi soir pour des raisons techniques. Donc nous évoquerons cette semaine l'actualité du club avec en première partie un retour sur ce match OM-LOSC que nous avons appelé les Lillois touchés en plein vol. Nous aurons l'occasion d'expliquer les raisons de ce titre. En deuxième partie, nous rajoutons une petite partie par rapport aux diffusions du sommaire qui ont eu lieu ces jours précédents. On va revenir sur les informations données par l'équipe sur la volonté du club de racheter le stade ou l'exploitation du stade. On débattra lors d'un tour de table. Que faut-il en retenir? Que faut-il en conclure? Le bistrot d'Alelosque évoquera le sujet avant la dernière partie, le traditionnel finalement point d'avant-match. Cette semaine, le prochain match, c'est Toulouse au stade Pierre-Mauroy, samedi à 21h. Donc, Touwin contre Toulouse. On évoquera les chances du LOSC contre cet adversaire qui monte de seconde division ou de Ligue 2 pour les plus jeunes d'entre nous. Le Bistrot d'Alelosque est une émission qui est réalisée par des supporters pour les supporters, donc réalisée par le site Alelosque et les dogs du net. Il est diffusé en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Alelosque, sur lequel vous pouvez laisser vos commentaires. Nous reprendrons les meilleurs commentaires dans le direct. Vous pouvez nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Elle sera diffusée également en replay sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Alelosque. Et bien sûr, donc, vous aurez accès à ce replay à partir de demain matin. Pour évoquer cette actualité, nous avons ce soir 3 piliers de bistrot. Je vais commencer par Georges, le plus ancien pilier. Il est là depuis quasiment le début. Bonsoir Georges, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, merci. Les bistrots, ça me connaît. Alors, il est aussi le plus international d'entre nous. C'est Lorenzo du compte Twitter et Instagram Dogs Italia. Donc, bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé, content d'être appelé, d'être considéré comme un pilier. Donc, très, très, très content d'être nommé comme ça. En tout cas, ton assiduité te fait bien mériter ce titre. Alors, il n'est pas tout à fait un pilier, mais vous le connaissez bien, il est déjà venu comme invité principal. Il revient avec nous parce que c'est peut-être aussi dans ses gènes un vrai pilier de bistrot. Bonsoir Patrice, secrétaire des dogs d'honneur. Bonsoir Patrice. Salut François. Tu n'as pas le droit à des présentations comme ça sur Côte Nord. Hein. Non, il ne parle pas de mon alcoolisme sur Côte Nord, effectivement. Bon, nous non plus. Hein. Tu peux très bien être dans un bistrot. Moi, je bois du Coca Zéro dans les bistrots. Oui, moi aussi, mais moi, je suis DDH, donc tu vois, il y a un truc qui ne pourrait pas aller. Voilà, je te laisse la responsabilité de cette dernière phase. Non, mais c'est pas grave, ils le savent. Bon, mes amis sont comme moi, donc. J'en connais quelques-uns, c'est pas tout à fait faux. Merci. Première partie de ce bistrot d'Alelosque, donc un retour sur le match Marseille contre Lille. Les Lillois touchés en plein vol. Alors, comme d'habitude, on fera plusieurs tours de table. D'abord, le sentiment général du match. Ensuite, le top et les flops. Et ensuite, dans un dernier point, nous reviendrons sur les faits marquants de ce match et notamment les questions d'arbitrage qui ne manqueront pas d'être commentées au bistrot d'Alelosque. Alors, avant de vous passer la parole et d'avoir votre sentiment, je voudrais vous donner les statistiques. On n'a pas monsieur Big Data ce soir, mais donc je vais faire son boulot. Alors, les statistiques du match sont plutôt en faveur de Marseille. C'est un peu inédit. On a suffisamment eu à se plaindre d'avoir d'excellentes statistiques pour des résultats qui n'étaient pas toujours excellents. Là, pour une fois, les statistiques vont un peu dans le sens du résultat. 14 tirs pour Marseille, 7 pour le LOSC, 7 tirs cadrés contre 3 pour le LOSC, 54% de possession pour Marseille, 46 pour le LOSC, 453 passes pour Marseille, 402 pour le LOSC, 22 fautes à 17, 5 cartons jaunes pour Marseille, un seul pour le LOSC.
Et au niveau des corners, 4 corners à 3, un bilan plutôt équilibré. Qu'avez-vous pensé de ce match? Patrice, on va commencer par toi. Alors moi, c'est un match qui, je vais pas dire bizarre, mais effectivement, je crois que c'est la première fois de la saison qu'on a été autant baladé à un moment. On a tenu 20 minutes, 20, 25 minutes. Après, ça est devenu compliqué. Alors, si on avait fait l'émission lundi, alors moi lundi j'étais sur Cop Nord en plus, donc voilà. Ou mardi, j'aurais pas eu le même discours, parce que j'ai un vrai problème, c'est que j'ai vu l'OM jouer face à Francfort mardi soir, et moi j'avais trouvé l'OM très fort après le match de samedi, et quand tu les vois jouer en Ligue des Champions, tu te dis, ouh, finalement, est-ce qu'on a joué le même, ou est-ce que c'est nous qui n'avons pas eu la puissance de les mettre en défaut? Mais je trouve que notre équipe, c'est notre plus mauvais match de l'année. Je trouve que même dans le jeu, hein, par moment, on était plus mauvais que quand on a pris les 7 contre le PSG. Alors justement, ça va ouvrir tout de suite le débat. Ça fait plusieurs semaines qu'on se plaint d'avoir des matchs du LOSC avec d'excellentes statistiques, mais une efficacité notamment à l'arrière qui était un peu compliquée. Et ici même au bistrot la semaine dernière, on disait c'est peut-être le moment de faire rentrer Chevalier et de passer dans une défense à 5. Et c'est le choix qui a été fait par Fonseca. Est-ce que Patrice, selon toi, ça n'a pas déstabilisé l'équipe? La rentrée de Chevalier, absolument pas. Je parlais plutôt de la défense à 5. Alors, il y a deux choses, parce que Chevalier fait partie justement de Bien ça. sûr. Mais voilà, sauf que là, moi, sur le Chevalier, sur la défense à 5, la seule chose qu'a voulu faire Fonseca dans son organisation, mais c'est lui qui le dit, il a voulu faire une organisation miroir face à l'OM. C'est ce qu'il avait fait face à Tudor. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il était entraîneur de la Roma et qu'il avait affronté Tudor, il avait fait exactement la même chose, il avait fait une équipe copier-coller. Il a essayé la même chose, ça a fonctionné 25 minutes, parce que cette défense à 5, elle était faite pour ça. Mais après, ils ont repris la main, l'OM, sur plein de sujets. Ils ont remis le pied, ils ont été beaucoup plus vite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mais on y reviendra aussi sur les tops et les flops, je pense qu'on a aussi une organisation de jeu aujourd'hui avec Fonseca qui n'est pas obligatoirement adaptée à tous les joueurs qu'il a sur le terrain. Je veux dire par là qu'on a beaucoup de ballons qui nous tombent dans le dos, qui plongent, qui vont vite. Et ta défense à 5, en plus, ce n'est pas réellement une défense à 5 qui nous fait. Parce qu'il fait une défense à 5, mais tu as toujours ces deux pistons qui montent très haut, qui sont Ismaili d'un côté. Tu avais Diakité, alors un peu moins Diakité, c'est pour ça qu'il joue aussi, parce qu'il est un peu plus en retrait. Mais on voit tous les ballons tombent dans le dos assez régulièrement, quoi. Pour moi, ce n'est pas une vraie défense à 5. Lorenzo, ton avis sur ce match et sur les premiers commentaires que nous avons faits sur les aspects tactiques, et Dieu sait si vous savez si je suis un spécialiste pour parler de la tactique. Alors, je suis d'accord avec Patrice du fait que c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on a été plus impuissant par rapport au match contre le PSG à niveau offensif. Parce que contre le PSG, c'est vrai, tu as pris 7 buts, donc franchement, tu n'as rien à dire. Mais au minimum, quand on essayait de proposer quelque chose, ça marchait, je dirais, plutôt bien. Et contre Marseille, sauf la première partie ou les premières 20 minutes, après, franchement, j'ai eu des difficultés à penser qu'on pouvait être dangereux contre eux derrière, tu vois. J'avais l'impression que je disais, ouais, mais on ne va pas marquer. Sauf le but de Ounas et le fait qu'on a bien commencé parce que je pense qu'eux, ils avaient des problèmes. Il y avait Balerdi derrière que, bon, il faisait beaucoup d'erreurs, il a perdu beaucoup de ballons au début parce que c'est vrai qu'avec Ounas, on l'a mis en difficulté. Et sur Ounas, il faudra en parler parce que je pense que c'est le vice-Cabella du point de vue que sans lui ou sans Cabella, devant, on a des difficultés à être vraiment dangereux, même s'il n'est pas en forme encore. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Mais oui, j'ai eu l'impression qu'on était impuissant. À un moment donné, en deuxième mi-temps, franchement, je me suis dit que c'était impossible. Même si eux, ils n'avaient pas marqué, peut-être sans le but de Gigot, ils n'allaient pas marquer et ça terminait en 1. Mais oui, devant, on commence à avoir des problèmes. Et David, c'est pas neuf, on le savait l'année dernière, on continue à le dire cette année. Mais après, tu vois la rentrée de Bayo, il n'est pas prêt encore. Donc, on est sans attaquant jusqu'à un moment, jusqu'à l'instant. Donc, il y a des difficultés parce qu'on essaie à proposer quelque chose, mais ça ne marche pas toujours. Et même si tu joues bien ou quand même tu arrives à bien échanger la balle,
après, devant, on n'est pas vraiment si concret comme on voudrait l'être. Donc, à voir, à voir. Et sur Chevalier, franchement, je vous dis, moi, je ne le connaissais pas du tout. J'avais jusqu'à ce moment écouté et lu tous les trucs que les supporters avaient dit. Et franchement, j'ai rien à dire parce que un match comme ça, au Vélodrome, il a fait des choses qui m'ont montré que c'est quelqu'un c'est un bon gardien à futur pour le LOSC. Et quant à ce que Patrice disait par rapport au fait que Fonseca avait déjà joué contre Tudor, je pense que c'était quand Tudor il était entraîneur à l'Udinese, Ouais, c'est je ça. crois. Mais après, l'OM ne joue pas vraiment comme l'Udinese jouait avant. L'Udinese, c'était une équipe beaucoup plus défensive, on dirait, qui essayait de bien répartir, mais de jouer à la contre. Mais bon, mais c'est vrai que ça n'a pas marché et qu'on commence à avoir des problèmes contre des grosses équipes parce que je vois qu'il n'arrive pas ni à changer les choses quand il ne marche pas bien. Je parle contre ceux qu'on définit non les gros. Ah, c'est le fameux adage cher à notre ami Julien, fort contre les faibles Ah ouais. contre les forts. Oh. Alors, je vais passer la main à Georges en complétant finalement ce qui a été dit. Alors, d'abord, par mois, lors des statistiques, on a un écart, on a 5 cartons jaunes contre 1 à Lille. Est-ce que c'est pas un signe que Marseille était beaucoup plus agressif que Lille et que c'est peut-être cet aspect-là qui nous a manqué pour remporter le match? Et deuxièmement, est-ce que tu n'es pas justement étonné que en plus de ce qu'ont dit à l'instant Lorenzo et Patrice, Fonseca a changé son système de jeu pour s'adapter face à l'adversaire, alors que depuis le début, il nous dit qu'il doit appliquer ses principes, quel que soit l'adversaire. Il a un peu changé d'avis, là, et ça ne lui a pas vraiment réussi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Georges? Sur la seconde partie, peut-être à voir quand même, mais sur la première, c'est très intéressant cette stack, 5 cartons à 1. Et moi, je voudrais revenir là-dessus parce qu'en effet, il y a les 20 premières minutes qui donnent un effet. Je pense que les 20 premières minutes, on a vu du football, du jeu pur, du jeu avec un œuf. Et là, on a vu clairement qu'on avait une équipe de LOSC qui était en capacité de rivaliser avec l'OM. Plus que rivaliser, je pense même que les 20 premières minutes, on les domine plutôt. Et puis, c'est passé justement dans ce match, toute cette partie-là, où moi je me rends compte que le fameux adage dont tu parles, faible avec les forts et fort avec les faibles, ici il a pris un sens pour moi particulier. Je me surmémorais aussi le match de Paris, où j'avais dit à l'époque, Paris, ce qui m'avait impressionné, c'est que techniquement, finalement, le fossé n'était pas si énorme que ça, c'est physiquement qui nous avait bouffé. Au niveau de la vitesse, c'est du physique. Et là, je pense que c'est exactement ce qui serait reproduit. Pour moi, ces 5 cartons, ils veulent tout dire. Parce que les joueurs marseillais ont su roublarder. Je pense, moi, j'ai vu une équipe à ce niveau-là, roublarde et expérimentée, face à une équipe de jeunes naïfs qui jouaient tout sur leur talent pur. Pour ceux qui ont la référence et qui s'en souviennent, ça me rappelle un petit peu, vous savez, les confrontations franco-italiennes, pardon, Lorenzo, des années 80. On se disait à chaque fois, mais on est aussi bon qu'eux, pourquoi à chaque fois ils nous sortent, pourquoi à chaque fois ils nous plombent. Et finalement, voilà, c'est la faute utile à 40 mètres, c'est des petits gestes un peu tordus. Et nous, on a l'impression qu'on n'a qu'une équipe qui ne tient qu'à son talent footballistique, dans lequel il y a des références, mais dans lequel aussi il y a des manques. Lorenzo parlait de l'absence de Cabella et puis finalement de la façon logique dont c'est éteint Ounas à un moment parce qu'il n'est pas en rythme actuellement. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est ça, c'est 20 minutes où on parle de football pur. Et ensuite, les Marseillais ont un peu joué sur le côté roublard. Et je trouve que là, j'ai vu une équipe qui avait vraiment du caractère face à une équipe qui en manquait amplement. Et pour mémoire, on reviendra après sur les deux phases litigieuses, mais par-delà le fait de savoir si ces deux actions, on pourra en discuter. Moi, j'ai été surpris, par exemple, du manque de réaction des Lillois. En général, une équipe de caractère, les mecs, bon, tu vois, les Parisiens, si tu as un Verratti dans l'équipe, même quand l'action est pas litigieuse, il vient gueuler. Il suffit que le type fasse tomber sur un courant d'air, il va venir gueuler. Là, sur les deux actions, il n'y a rien, c'est amorphe. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Pour l'instant, c'est une équipe dans laquelle je ne trouve pas de tempérament. Je dis encore une fois vraiment l'impression d'avoir une équipe un peu naïve. La seule réaction, ça lui a valu une expulsion, Oui, c'est l'entraîneur adjoint. C'est vrai que sur les joueurs, il n'y a pas eu de réaction effectivement des joueurs au moment du deuxième but. Je ne parle pas de contestation, mais au moins réagir. Finalement, si le mec tombe
Ouna sur le premier, par-delà le fait de savoir s'il y a ou pas. Il tombe dans la surface, finalement, ça ne conteste pas. Peut-être que ça conforte l'arbitre dans l'idée qu'il ne doit pas y avoir grand-chose, quoi. Alors, il y a déjà des réactions sur les réseaux sociaux. Donc, avant de vous repasser la main pour le tour de table des tops et des flops, donc quelques réactions. Vous avez Fabien qui nous dit: ce que je retiens du match, c'est un match tactique remporté par Tudor. Plus d'envie du côté marseillais, plus des décisions arbitrales discutables. Nous y reviendrons tout à l'heure. Julien est plus catégorique. On s'est fait voler car il y a péno en première. Ben, on y reviendra aussi tout à l'heure. Christophe qui nous dit: le problème, c'est notre milieu. Fabien, pour la première fois, je n'ai pas eu peur pour notre gardien sur les attaques marseillaises. Il manque, à part André, des harceleurs comme l'était Xeka qui devrait signer à Lille. Alors, c'est Christophe qui pose la question et c'est Fabien qui répond. Donc, l'entrée de Bayo est mauvaise. On y verra, on reviendra après sur les tops et les flops. Et le jeu de chevalier, donc pour Julien, est vraiment bon. Le jeu au pied, notamment, ça va nous permettre de jouer plus haut et de mettre moins de pression sur les adversaires. C'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière en disant qu'on avait d'un côté un gardien, Jardim, qui était vraiment sur sa ligne, un peu comme les gardiens de handball, et qu'il fallait peut-être un gardien qui sorte un peu plus et qui puisse jouer finalement en deuxième libéro pour renforcer et sécuriser la défense. Donc l'avenir nous dira si ce choix est définitif. Je vous propose de passer maintenant au top et au flop. Alors, on va commencer, on va regarder le même ordre. Patrice, en plus, tu dois être chaud. Tu as dû faire le même exercice chez nos amis de Cop Nord lundi soir. Est-ce que tu as les mêmes tops et les mêmes flops? C'est intéressant de le savoir. Oui, je vais garder les mêmes. En plus, il y en a un qui me conforte dans ce que j'ai pensé. Alors moi, mon top, c'était Diakité. Et alors, ça me conforte parce qu'en plus, il vient d'être appelé en espoir aujourd'hui. Wow. Ouais. Attention, Voilà. Patrice, on vérifiera sur le replay. Si Diakité est en équipe de France espoir, je le confirme. Non, si tu avais donné le même top, les mêmes tops et les mêmes flops. Tu peux, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'étais l'homme en chemise rose, tu sais. Oui, je sais, tu as le bonjour de celui avec la chemise à fleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je ne mets pas des chemises à fleurs quand je vais à la télé. Non, Diakité, vraiment. Donc, en plus, oui, c'est vrai qu'il est devenu international espoir, du moins, en tout cas, sélectionné. On n'oublie pas qu'il a 20 ans, qu'il vient de Ligue 2, que ça doit être son deuxième ou troisième match en Ligue 1, pas beaucoup plus, puisqu'on n'est qu'à la 7e journée. C'est lui qui intercepte sur le but. Sur le but lillois, c'est lui qui intercepte au milieu. Il fait une bonne défense. Il a une erreur dans le match. Il est un peu en retard sur le deuxième but. Peu importe. Mais je trouve qu'effectivement, pour son âge, d'où il vient, ce qu'il apporte, c'est vraiment un top sur ce match-là, en tout cas. C'est une très bonne pioche en plus parce que souvent, les mecs comme ça de Toulouse qui jouaient en Ligue 2, il y avait quoi, Diokone, beaucoup de joueurs comme ça, ils partaient en Allemagne pour 10 millions, quelque chose comme ça. Et là, franchement, je pense que le LOSC, il est arrivé un peu avant que beaucoup d'autres équipes, les Freiburg, les Mönchengladbach, cette équipe-là. Donc, franchement, bien joué. Ouais. Donc, pour moi, Diakité en top. Oui, et en flop? En flop, alors normalement, on n'a pas le droit, il ferait, mais bon, c'est pas grave. José Fonte. Voilà. On commence à le mettre, oui. José Fonte, il y a deux choses. Tout à l'heure, je parlais d'organisation, de ballon dans le dos. Contre Paris, on en a quand même pris 2 ou 3 qui viennent dans son dos. Il y a quand même 2 images sur ce match-là. Il y a 2-3 images qui me font un peu mal pour lui. C'est quand on voit des ralentis où il court après le Marseillais et qu'il a les dents serrées et il se demande comment il va faire pour le rattraper. Il commence à... Alors, c'est un super joueur, il ne faut pas se le cacher. Il nous a quand même... voilà, on ne va pas enterrer ce qu'on a idolâtré. Ça, c'est quelque chose que je déteste. De se dire, bah oui, maintenant, il est plus bon. Mais il commence, comme on pourrait dire, à faire son âge. Et est-ce qu'il est réellement, je me suis déjà posé la question lundi, est-ce qu'il est réellement adapté au système que veut Fonseca? Aujourd'hui, je ne suis pas certain. Alors,
On rappelle que les tops et flops, c'est les tops du match et les flops du match, hein. Donc, les jugements ne sont pas définitifs, même si dans ton analyse, on reprenait déjà ces éléments ces dernières semaines, à savoir, est-ce que, plus généralement, on ne visait pas spécialement José, mais est-ce que les caractéristiques finalement de la défense sont suffisantes par rapport au projet de jeu de Fonseca qui les fait intervenir d'une façon un peu Alors, différente? Parce que, alors, juste pour rajouter quand même, maintenant, il avait aussi à côté de lui Diallo, qui n'a pas été bon non plus du tout. D'accord. Alors l'année dernière, moi je l'ai toujours défendu en disant qu'il ne jouait pas à son poste, parce qu'il jouait toujours sur le côté et que c'était en plus sur son mauvais pied. Là, on le met sur le centre, il n'est pas extraordinaire. Je suis tombé un peu par terre quand j'ai vu la sélection portugaise aujourd'hui, où il est appelé en A en Portugal. Voilà. On espère que ça lui fera du bien. J'espère pour lui. Lorenzo, est-ce que tu peux nous faire part de tes tops et tes flops? Est-ce qu'ils rejoignent ceux de Patrice? Oui, alors, dans les tops, je mets, comme je disais, Ounas et après Jardim. Parce que, comme je disais, c'est la première fois que je le vois. Franchement, j'ai rien à dire. Chevalier, C'est un peut-être. très bon gardien. Et Jardim, désolé. Bon, Chevalier. Chevalier. Oh, quand même. Marc, Jardim n'a pas fait d'erreur sur ce match, hein. Ah, c'est Mauvaise le plus beau blague. match. Mauvaise blague. Il a fait son Et non, je meilleur disais match. Chevalier et Ounas. Parce que, comme je disais, Ounas, je trouve que c'est un peu le Cabella du côté droit, dans le sens qu'il est quelqu'un qui percute, qui essaie de faire des choses. Et moi, je regardais le match en italien ici sur Sky Sport, et il y avait le commentateur qui disait à chaque fois, bah, incroyable, à chaque fois que Ounas il touche la balle, quand même, soit il y a un carton jaune, ou quand même, il y a une action qui peut être dangereuse. Donc, je mets les deux dans les tops. Dans les flops, je suis d'accord avec Patrice, je ne vais pas dans ce match-là Fonté, et sur Fonté, moi, je dis que c'était pas c'est pas sa faute parce qu'il fallait quand même penser qu'il ne pouvait pas jouer tous les matchs cette année. Et là encore, c'est une faute que je dirais de la dirigeance ou de quelqu'un qui devait penser à ça parce qu'il commence à avoir son âge. C'est un grand joueur, il a fait une grande carrière, mais voilà, c'est ça. Mais dans mes flops, je mets Angel Gomez. Je trouve dans des matchs comme ça, il ne peut pas jouer là. Et je commence à ne comprendre pas pourquoi Jonas Martin, par exemple, qui est plus costaud, il a plus de physique, ne joue pas. Elle commence déjà à jouer l'autre Gomez qui vient d'arriver. Et je ne sais pas si Fonseca ne l'aime pas, je ne sais pas du tout. Mais Angel Gomez, dans des matchs comme ça, je trouve où il y a un peu plus de physique, il ne peut pas jouer au milieu comme ça. Et l'autre flop que je voulais mettre, c'était, oh, je l'ai oublié, Diallo aussi. Hein. Diallo, je trouve que, comme Patrice il disait, il ne joue pas dans son poste, mais je le trouve, il n'est pas lucide dans ses interventions. Et c'était ça, en fait, que c'était bien l'année dernière parce que des fois, il était en émergence, même quand on n'a pas eu Botman ou les autres défenseurs qu'ils étaient blessés l'année dernière. Mais il avait quand même ce côté, voilà, de batailler, d'aller au combat, mais sans prendre des cartons rouges, et en étant toujours plutôt lucide. Et cette année, je trouve qu'il fait des fautes un peu stupides. Et même contre Marseille, il a eu des difficultés là, de son côté. Donc, c'est mes deux flops. On ne l'a pas évoqué. Il y a un joueur que vous avez remarqué, Patrice et Lorenzo, du côté de Marseille. Il y a un joueur que vous voulez mettre en avant? Moi, je mets Alexis Sanchez parce que je trouve que c'est déjà un joueur qui donne quelque chose en plus, soit à Marseille, soit au niveau de la Ligue 1, parce que ça se voit que c'est un joueur que dès qu'il touche la balle, si c'est pas but, c'est quand même quelque chose qui peut être dangereux et qui est favorable à son équipe. Donc, ça se voit que il y avait beaucoup de critiques en Italie parce qu'il commençait à dire que physiquement, il tenait plus, il ne pouvait plus jouer, il devait rentrer en Amérique du Sud parce qu'au niveau européen, on ne sait pas, en Italie surtout. Mais franchement, il a montré que soit physiquement, soit au niveau tactique, il est encore très, très précieux dans le football européen. Patrice, tu as repéré un joueur à Marseille? Ouais, j'en ai un. Alors, je déteste sa mentalité, je déteste l'homme. Je sais de qui tu parles. D'accord, c'est pas Payet. Non, c'est pas lui. Non, j'ai compris, moi aussi j'ai compris. D'accord. Mais il l'a fait. C'est Guendouzi. Ah bon? Ils l'ont fait descendre d'un cran. Ça se voit. Il est beaucoup plus bas. Il lui a donné le brassard. Je pense que ça a aussi beaucoup joué sur la personnalité du garçon. Il a beaucoup moins mis le feu que ce qu'il peut faire sur certains matchs en ayant cette mentalité qu'on déteste tous.
Par contre, il a fait un gros match justement sur ce poste de 6 là. Et quand on voit le match de mardi en comparaison où il n'est pas là, ils ont beaucoup plus de mal à s'installer. Malheureusement, ouais, c'est sur Marseille, ouais, malheureusement, c'est lui, mais bon, tant pis, c'est lui. Au moins, ça a le mérite de la franchise. Alors, Ah, il y a des, clairement. il y a des tops et des flops hein, sur les réseaux sociaux. Julien, top Ounas pour son gros début de match. Diakité également. Autre top à Chevalier, convaincant en tant que patron de la défense. Et pour son jeu au pied long, Julien qui a repéré Under à l'OM, qui trouve sous-côté, il a trouvé vraiment intéressant. Fabien surenchérit en disant qu'il perfore bien les défenses. Et Christophe qui nous dit Diallo, une erreur minimum par match. Et qui répond finalement aux commentaires sur Jonas Martin en disant qu'il n'a rien apporté, même dans ses rentrées. Quand il est rentré en fait en cours de match, il semble perdu sur le terrain, c'est son avis. Ah, mais après, s'il joue jamais, s'il a jamais 60 minutes, 70 minutes pour le voir et pour le juger, franchement, c'est difficile. Hein, parce que jusqu'à là, il a jamais joué, il a jamais été titulaire. Au début, je pensais qu'il était blessé, mais je le vois toujours sur le banc, il rentre jamais. Ou s'il rentre, il rentre 10 minutes même pas. Mhm. Donc, si tu lui donnes pas la possibilité, me juger, ça devient difficile. Alors tout à l'heure, et c'est notamment Georges qui rebondissait sur mes statistiques, on parlait d'envie, on parlait d'agressivité. Julien qui nous dit un bémol sur l'envie. J'ai trouvé qu'on en avait beaucoup en première, mais qu'en deuxième, ça s'est évanoui. Est-ce qu'on n'aurait pas des difficultés physiques? Je ne sais pas. Il élargit le débat. Georges, est-ce que tu peux nous faire Je part de reviens tes là-dessus, flops et c'est tops? pas d'envie que je parle. L'envie footballistique, elle existe, a existé jusqu'au bout. C'est vraiment clairement ce côté. On sait aussi qu'un match de football, c'est un combat. Et là-dessus, moi, mon top et mon flop, je vais le mettre vraiment en lien avec ce raisonnement, par exemple. Moi, mon top, je vais mettre Benjamin André, juste parce que lui, il a compris, face aux Marseillais, il fallait avoir du répondant au même niveau. Et je repense juste un petit geste, voilà, c'est le genre de truc. Tu parlais, Patrice, de Guendouzi, malheureusement, peut-être que moi non plus, je ne peux pas le blairer, mais ça manque peut-être un peu de Guendouzi spirit dans ce LOSC. Ce que je veux dire, voilà, c'est ce côté roublardise. Et je repense au petit geste de Benjamin André qui manquait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à un moment, à l'entrée de la surface, il y a un Marseillais qui est dangereux. Benjamin André fait un petit regard, il voit que l'arbitre ne le regarde pas, et hop, poussette, on fait tomber le mec. C'est pas légal, c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est pas beau, mais c'est ce qu'a su faire Marseille et ce qu'on n'a pas su faire. Donc je mettrais le top André parce que lui, il n'hésitait pas à aller au charbon et justement à jouer ce jeu. Et le flop, moi, oui, Angel Gomez, c'est justement le joueur à l'inverse, qui pue le talent, qui pue le football. C'est magnifique à avoir joué. Mais voilà, quand il y a des costauds face à lui, comme c'était le cas, c'est lui, pour moi, qui incarne ce côté un peu naïf, de talent pur, mais auquel il manque un peu, justement, ce côté briscard et esprit. Donc, je voulais un petit peu associer les deux sur le côté l'envie footballistique, on l'a eu. On l'a même eu à la fin, mais on a vu la Cabella dépendance où finalement, je revoyais un peu le même match que contre Nice, où ça tournait autour de la défense marseillaise. À la fin, il n'y avait pas de solution. On finissait par se faire piquer le ballon parce qu'on n'avait personne pour casser la ligne. Après, le top quand même, oui, Lucas Chevalier. Je pense qu'on a trouvé un gardien. Maintenant, plus dur arrive pour lui, c'est de confirmer dans des matchs qui seront peut-être un peu moins spectaculaires et attendus. Et Ounas, même si c'est éteint très vite parce qu'on sait que le garçon n'a pas encore le rythme. Et donc, ouais, les flops étaient les mêmes Diallo. Mais je voudrais retenir vraiment, pour moi, les deux joueurs qui aspirent à ça, c'est d'un côté André qui a fait ce qu'il devait faire, qui a fait le boulot à ce niveau-là, et Angel Gomez qui est beaucoup trop tendre pour un match comme celui-là. Alors, moi, je vais juste rejoindre Georges sur ça. Mais il y a une chose qui est évidente aussi, je pense que quand tu as un Fonte, parce que c'est son rôle justement, qu'il n'a pas pu tenir, mais je pense que le garçon, quand il est à la ramasse comme il a pu être là, il a peut-être un peu de mal à pousser comme il fait d'habitude, parce que d'habitude, c'est le premier à prendre des cartons, ce qu'il a fait à Nantes, bien sûr. Tu vois. Et je pense que tu as tout à fait raison, mais je pense que tout est un peu lié entre tout ça, quoi. Je retrouve un peu toute proportion gardée parce que, heureusement, on a des briscards dans l'équipe et ce n'est pas à ce niveau-là. Vous vous souvenez, quand on avait l'équipe de Bielsa, on avait 11 gamins paumés sur le terrain.
Il n'y avait jamais aucune réaction, on les voyait même. Moi, je me souviens d'une image terrible contre Amiens, Kakuta, Ballot Touré, où Kakuta attrape l'autre comme un petit garçon, en serre, et Ballot Touré, il a l'air complètement perdu, il n'ose pas réagir. Et je retrouve un petit peu de ça dans ce match de l'OM, en tout cas, ce match face à l'OM, où j'ai vu des gentils contre des méchants, face les méchants, enfin méchants au sens du terme. Je te dis, moi, ça me rappelle vraiment, tu sais, ces confrontations. Tu as peut-être connu franco-italienne, on se disait à chaque fois, mais il nous manque rien, on est aussi bon qu'eux. Bah si, il manquait le caractère, quoi. Les gentils contre les méchants, j'ai plus une référence chez les inconnus, mais bon, ça, Ouais. c'est personnel. J'ai beaucoup de réactions sur ce sujet. Donc, Fabien, c'est un bonheur d'avoir André dans l'effectif. Christophe, André, le seul aboyeur. Alors, Julien qui commente les propos de Georges en disant il n'a pas dit le mot, mais Georges aime le vice. Donc, Ouais, bien sûr. Non, mais enfin, en tout cas, il y a une équipe qui avait du vice et l'autre qui n'en avait pas du tout, quoi. On va pas voilà. dire bon et méchant, c'était le vice contre la vertu. Alors, on a Christophe, ça manque de caractère et de joueurs durs sur l'homme. Et Fonté, peut-être l'année de trop. Moi, mon flop, finalement, on l'a évoqué entre deux mots, c'est cette Cabella dépendance qui semble avoir depuis le début de saison dans l'efficacité, notamment offensive. Parce que finalement, je pense même si l'arrivée de Chevalier va un peu boucher les trous, on aura toujours ces problèmes de défense. Mais si on marque 3 buts et qu'on en encaisse 2, moi, ça m'irait dans la théorie. Mais j'ai l'impression que sans Crémy Cabella, on aura beaucoup de mal à marquer 3 buts à chaque match. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Patrice, tu veux réagir? Ouais, c'est vrai que non. C'est une belle théorie hein, de se dire ouais, je suis un attaquant, je suis un entraîneur qui attaque et mon objectif, c'est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. C'est très beau, c'est très. Voilà. Sauf que on va se dire une chose, c'est qu'il te faut des bonhommes aussi qui soient physiques, qui tiennent la route. Moi, j'avais relevé en début de saison déjà, après le match d'Auxerre, euh, tout de suite parce que j'étais au stade, et c'était le premier match de la saison au stade, quand j'avais vu André et même le reste de l'équipe, notamment, mais surtout au milieu de terrain, André, Gomez, tu te dis que physiquement, quand on va tomber contre des équipes qui sont costauds, qui rentrent dedans, on va vraiment avoir des difficultés. Et c'est là que ça se joue. C'est pas en défense ou en attaque. Cabella, il n'est pas très grand, mais effectivement, il a cette technique-là. Mais il nous manque quelque chose pour jouer ce football-là. C'est qu'il te faut aussi 2-3 mecs qui sont au milieu, qui mettent les taquets quand il faut les mettre, qui s'imposent et quand ils prennent le ballon, alors devant, ça va vite. Hein. Quand tu vois un Jonathan David, quand tu vois un Cabella ou même un Bamba, ça va vite devant. Mais il va falloir qu'il y ait des joueurs qui soient capables de les récupérer. Et là, je ne suis pas persuadé, à aujourd'hui, dans le schéma qu'on a, et les joueurs qu'on a, est-ce qu'on a du solide? C'est pour ça qu'aussi André Gomes, quand il va revenir à son niveau, ce que je lui souhaite, hein, ce que surtout je nous souhaite, il peut nous être important. Quoi. Il va nous apporter aussi de la masse. Jonas Martin peut aussi nous apporter de la masse dans certains matchs. Quoi. Lorenzo, tu veux compléter? Tu veux rajouter quelque chose? Je suis d'accord. Je pense que Jonas Martin beaucoup plus qu'André Gomes, dans le sens que André Gomes, même quand il était bien, c'est vrai que quand même il a une expérience en Premier League avec Everton, du coup, c'est un football quand même plutôt costaud. Mais physiquement, ouais, à part qu'on le voit encore qu'il n'est pas prêt. Mais je pense que vraiment, s'il y aura un changement, on voudra un milieu de terrain beaucoup plus solide. Il faudra récupérer Jonas Martin au niveau de la considération de son entraîneur. Et André Gomes, ce que j'ai apprécié d'André Gomes, je le vois très, très concerné. C'est bizarre à dire parce que bon, c'est un joueur, il a signé pour l'Ost, ça serait bizarre qu'il ne serait pas concerné. Mais je le vois dedans, dès qu'il rentre, il est motivé. Ouais, j'espère juste qu'il ne commencera pas à avoir des petites blessures, des choses musculaires qui ont été un peu ses problèmes après la blessure, la très grosse blessure qu'il avait eue avec Son contre Tottenham. Mais à part ça, lui aussi, c'est vrai que c'est un joueur que il peut changer un peu la façon de jouer au milieu. Sur André, j'ai rien à dire. Ça sera sûrement le joueur que je mettrai sur mon maillot de cette année. Et c'est un joueur que depuis 3 ans et demi, 4 ans, André, dès qu'il est arrivé, 2019, oui, donc c'est 3 ans et demi, rien à dire. Rien à dire.
Alors, Christophe, Oui, sur Internet, nous dit, c'est Fabien, pardon, nous dit Jonas Martin et ce style de joueur, donc il complète un peu ce que vous disiez. Quelqu'un a voulu prendre la parole, c'est oui, oui, Georges. oui, j'avais, au-delà justement, et c'est vrai que vous avez évoqué le rôle éventuel d'André Gomez, pourquoi pas aussi de Jonas Martin, avec un aspect extrêmement intéressant, parce qu'il y a aussi le jeune Camerounais dont j'oublie à chaque fois que le nom, mais je pense qu'on manque pas de joueurs un peu plus compacts et musclés, et peut-être avec du vice, et ça pourrait aussi, parce que moi je pense que ça pourrait aussi régler le problème de devant pour les absences de Cabella, parce que par contre, Angel Gomez, dans l'animation offensive, dans la lecture de jeu et dans les passes pertinentes, on l'a vu l'année dernière en début de saison cette année, c'est aussi un joueur qui pourrait amener justement cette facilité au niveau de la bonne passe, comme le fait Cabella, de casser les lignes. Ce qui permettrait aussi, quand Cabella n'est pas là, d'avoir un Angel Gomez qui joue beaucoup plus haut et non plus dans ce rôle où on l'a vu dans les grands matchs, il est complètement noyé, et il pourrait justement compenser les éventuelles absences. Comment on le voit parce que moi, Angel Gomez, je vois vraiment un joueur offensif. J'ai du mal à apercevoir justement ce qu'il peut foutre dans un milieu défensif. Voilà. Le Patrice le disait très bien, hein, c'est que face à une équipe un peu plus faible, C'est ce que je dis. évidemment, Ben ouais, il a beaucoup moins de travail défensif et il ben est c'est plus dans ça. son rôle initial, alors que dès qu'on rencontre des costauds et des cadors, forcément, bon, son physique lui Mhm. pêche un peu, Mais quoi. C'est voilà. pas, même si, Mais c'est ça. mis à part peut-être le match contre Marseille, les prestations d'Angel Gomez depuis le début de saison sont extrêmement satisfaisantes, Bien en tout cas sûr. très bien Non, notées. mais je pense que tu as mis le doigt dessus. Le rôle d'un box-to-box, qui est un peu le rôle que tient Gomez, c'est qu'évidemment, c'est des joueurs à la fois auxquels on demande d'avoir une certaine qualité technique parce que c'est eux qui remontent la balle, c'est eux qui remontent les lignes, mais aussi un impact physique assez conséquent. Et quand on dit un impact physique, c'est-à-dire c'est à la fois le mec qui sait distribuer, qui va au charbon, quoi. Pour la première partie, j'ai aucun doute sur les capacités d'Angel Gomez, mais sur la seconde, j'ai quasiment aucun doute non plus sur le fait que ce ne soit pas du tout un de ses atouts. Il est 21h10. Je vous propose de conclure ce bilan de Marseille par le dernier tour de table sur le ou les faits de match qui ont marqué les esprits, à savoir le penalty refusé en première mi-temps et puis surtout ce deuxième but de Marseille avec une position de hors-jeu qui paraissait extrêmement nette. En tout cas, c'était l'avis de commentateurs anglais. Je regardais le match avec des commentateurs anglais. Ils étaient extrêmement surpris de la situation. On a eu d'autres images qui sont intervenues. On va pouvoir en débattre. Vous pouvez aussi en débattre sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot à l'Osque sur lequel l'émission est diffusée en direct. Alors, qui veut commencer ce tour de table sur ces faits de jeu? Y avait-il penalty? Y avait-il hors-jeu? Qui veut commencer? Allez, Lorenzo, vas-y. Patrick. Lorenzo, vas-y. Alors, moi, sur le penalty, je ne l'ai pas bien vu au début. Donc, je ne sens pas de comment je le revois maintenant, je vais vous dire, je ne sais pas. Sur les faits marquants du match, je dirais que bon, le but, il est régulier dans le sens qu'il a été accepté et ça aurait été comme ça même en Ligue des Champions avec le hors-jeu, avec le truc qui met maintenant, avec la technologie, tout ça. Donc, c'est bizarre, c'est une action que normalement, elle est annulée, mais bon. Mais si Gigot ne marquait pas ce but et on arrivait à 10 minutes de la fin sur l'égalisation, je ne sais pas. Je sais pas. Là, peut-être on aurait eu un autre match et on ne sait jamais. Parce qu'on n'a pas eu d'occasion à la fin, mais il y avait quand même quelque chose. Le coup de tête de Bayo qui était euh, un peu faible au niveau de la puissance. Mais bon, je ne sais pas. Si on arrivait 1-1 aux minutes 80, je ne sais pas. Sur le penalty, je vais le revoir bien et je vais vous dire. Donc, je ne m'exprime pas pour l'instant. Voilà. Patrice, en Alors, attendant oui. que Lorenzo retrouve les images du penalty. Alors, oui, il y a penalty, clairement. Par contre, s'il y a penalty, je ne suis pas sûr que derrière, il y ait le deuxième but qui arrive dans les 5-10 minutes qui suivent. Donc, est-ce que ça impacte le match? Je ne suis pas persuadé. Il y a malheureusement, alors, c'est vrai que ça se joue à ça, hein, mais il n'y a pas hors-jeu, puisqu'il y a le pied d'Ismaïli qui traîne. Alors, dans 99% des cas, la VAR, elle ne voit pas le pied.
Malheureusement pour nous, elle le voit. Moi, j'ai toujours préconisé une chose, que ce soit pour nous ou pour les autres, en tout cas dans le foot, c'est l'avantage à l'attaque. Et que quand c'est litigieux, vaut mieux. On a vu des buts magnifiques refusés parce qu'il y avait un hors-jeu d'un lacet, quoi. Et ça a souvent dégoûté tout le monde. Et là, non, il ne faut pas dire. Alors, le but n'est pas magnifique, hein, parce que le but, il est juste, c'est un plat du pied. Mais pour moi, il n'y a pas de fait de match. Alors, oui, ils auraient pu dire OK, il n'y a pas but. Et je rejoins Lorenzo, il reste 10 minutes. Est-ce qu'on tient les 10 minutes qu'il y a? Mais pour moi, de toute façon, il n'y a pas hors-jeu. Et d'ailleurs, les joueurs du LOSC, on ne les voit pas contester énormément au moment où le hors-jeu est signalé. Hein. Il y a bien quelques dans leur tête, et ils sont sur le terrain, je ne sais pas. Parce que souvent, quand même, ça réagit. Alors, est-ce que c'est le mental dont parlait Georges tout à l'heure, ou est-ce qu'eux avaient en tête que, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas énormément de faits de jeu sur ce match-là. Il ne faut pas se retrancher derrière le fait qu'il n'y a pas eu un penalty et qu'il y a un but sur non, qui n'est pas sur hors-jeu, mais qui aurait pu être signalé. Il ne faut pas se retrancher derrière ça. Il y a autre chose sur le terrain sur les 90 minutes sur ce match. Alors, c'est marrant parce que tu as l'avis exactement contraire de ZZK, qui disait à peu près tout comme toi, sauf que lui, il préconisait l'avantage à la défense. Donc, évidemment, il est défenseur. Voilà. Il faut poser la question à Jonathan David pour savoir. On Mais verra en tout ce qu'il cas, dira. ça démontre que ton analyse est tout à fait pertinente. Alors, on a allumé effectivement beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, donc je vais essayer de vous les lire. Julien, alors d'abord, Christophe, pardon, qui dit l'arbitrage, et quand on voit l'arbitre de Toulouse, alors l'arbitre du match de Toulouse, je pense que c'est l'arbitre du fameux match Metz-Guingamp qui se termine dans un chaos complètement indéfinissable par une victoire 6-3 de Guingamp après 3 expulsions. Donc, il faudrait être gentil, joueur du LOSC. Voilà. Je sais que vous nous regardez. Soyez gentil, soyez sympathique, mais pas trop quand même pour pouvoir gagner le match. À qui d'ailleurs Laszlo Bologna a invité à utiliser son sifflet sous forme de suppositoire, en des termes plus triviaux, ce qui lui a valu 6 mois de suspension, je pense. Bon, ben, écoute, on espère que d'ici là, il l'aura retrouvé pour le mettre dans sa bouche. Voilà. Je pense que l'arbitre sera hyper vigilant ce week-end. Oui, il va être. En Avec tout cas, ce qui vient de se passer, les caméras vont être braquées sur lui. Je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse 2 erreurs. Il va se retrouver en DH. En R1, pardon. J'ai pas vu le match à Metz, mais sur ce que j'en ai écouté quand même, notamment sur SoFoot, il paraît que de toute façon, les rouges sont pas non plus. Alors, il y en a un. J'ai pas vu, hein, donc moi, je parle d'un truc que j'ai pas vu. Alors, celui d'Oukidja, il n'est pas flagrant. D'ailleurs, il prend qu'un match. Alors qu'il revenait de 3 matchs de suspension quand même. Donc, si ça avait été hyper flagrant, il aurait été bien, il aurait pris. Oui. Oukidja, je crois que c'est son pied est haut, mais il touche pas le joueur ou très peu. Il touche pas où il effleure. Ouais. Par contre, le médecin qui découpe le Guingampais, il prend que 4 matchs. Oui, il paraît qu'il y a un attentat à l'OTAN. J'ai pas vu, je te dis, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est un attentat. Il peut lui détruire sa carrière. Quand même. Non, c'est vrai que c'était dangereux. Plus que dangereux. C'est l'Italie des années 80. Alors, décidément, on en veut à l'Italie des années 80 ce soir. Lorenzo, bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Non, mais même c'est des choses que je continue à voir, par exemple, en Argentine. Boca River, il y a eu un truc comme ça au 95e de Marcos Rojo sur un joueur de River Plate. Du coup, mais c'est vraiment très, très dangereux. Ça, oui, je suis d'accord sur le fait que c'est bizarre qu'une faute comme ça est beaucoup moins pénalisée que d'autres choses. Pour moi, beaucoup plus léger. Alors, on a des commentaires sur les réseaux sociaux. Fabien qui nous dit « Commentateur anglais, ça sent le streaming ». Je me pose, je rappelle à tout le monde que j'étais en Angleterre, j'étais à Londres pendant ces 4 derniers jours. Hein. Je dis ça comme ça pour essayer de me dédouaner. Dis-moi, on ne sait pas, mais en tout cas, la télé. Oui, bref. En tout cas, avec un bon avocat, je devrais m'en sortir. Julien, tous les jours, il y a penalty. Sur le hors-jeu, c'est très, très, très limite. Christophe, penalty, on n'est pas assez truqueur. Donc, on a... Et puis, rouge sur Oukidja, donc très sévère. Ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Georges, tu es le seul pour l'instant à ne pas avoir évoqué ce sujet. Est-ce que tu veux intervenir? Moi, par-delà, je pense que ça a été dit sur les 2 phases, finalement,
on est sur des temps de jeu plutôt litigieux, même si moi aussi, je pense qu'il y a pénalty. Il n'empêche que, devant le peu de contestation, je vais revenir sur cet aspect-là parce que c'est super important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à contrario, à un moment, il y a Alexis Sanchez qui tombe un peu tout seul dans la surface. Et les mecs gueulent tout de suite. Ils demandent un pénalty. Là où il y en a, pour le coup, c'était clair. Mais au moins, les mecs viennent relancer, viennent demander le pénalty. Moi, me dis, si on a un arbitre un peu pépère qui est dans sa zone de confort, finalement, que les deux phases litigieuses soient allées, parce que c'est ce que je m'étais dit à chaud, je fais quand même, il y a deux phases litigieuses et les deux fois, ça va dans le sens des Marseillais. Peut-être qu'aussi, ça va de pair, quoi, un arbitre qui se dit, tiens, je vais rester dans ma zone de confort. Je sais que de l'autre côté, si je shift contrôle, ils ne vont pas m'emmerder, alors que je vais avoir un Guendouzi sur le callback. Vous voyez, c'est un truc tout bête comme ça. Mais à un moment, peut-être se poser la question, justement, de savoir si ce côté truqueur, roublard, contestataire, mauvais esprit, peut des fois, si on ne s'est pas fait niquer au niveau moral, quoi. Parce qu'en effet, de l'autre côté, dès qu'il y avait une phase un petit peu. Malheureusement, ça paye, hein, la contestation, on le voit avec certains clubs, ça paye. Et se dire, bah, tiens, ils sont bien gentils, les Lillois, ils ne m'emmerdent pas avec ça. T'es litigieux, allez hop, on va siffler du côté de ceux qui ne m'emmerderont pas, quoi. Alors, je vous propose de passer. C'est une hypothèse. Hein. Mais qui se tient la route, en tout cas, on l'a reprise à plusieurs reprises ce soir et elle paraît en tout cas bien adoptée par nos auditeurs. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Il est 21h20, il reste 10 minutes. Alors, pour une fois, je vais laisser la parole à Lorenzo. Est-ce que tu veux qu'on aborde plutôt d'abord le match contre Toulouse ou les projets de rachat du stade du LOSC? Parce que quand tu t'en vas bientôt, je te laisse le choix. Non, comme vous voulez pour moi, pour parler du stade, parce que franchement, ça serait quelque chose de très important pour l'équipe, je trouve. Hein. Alors voilà, donc Lorenzo a choisi, on va s'exécuter. Donc on a rajouté une petite partie, il y a une information de l'équipe, du journal L'équipe qui est paru cette semaine et qui indiquait que le LOSC avait fait des propositions, le LOSC ou Merlin Partner, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de lire l'article précisément, avait fait des propositions de rachat alors, du stade ou de l'exploitation du stade. Là aussi, il y a eu des informations un peu divergentes qui sont sorties pour les prochaines années. Donc, il y a un chiffre de 100 millions qui a circulé à un moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça doit être la priorité du LOSC? Est-ce que vous pensez, par rapport notamment à des situations existantes, hein, Lyon, Arsenal, qui sont propriétaires de leur stade. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité du LOSC? Est-ce que vous pensez que finalement c'est un gage que Merlin Partner a un projet à long terme avec le club? Ou est-ce que ce ne serait pas simplement une volonté de renforcer les actifs pour pouvoir revendre le club avec une plus forte plus-value? Qui veut commencer sur ce sujet technique? Alors, je vais commencer. Patrice. Que on a eu un échange. J'avais participé à une réunion notamment avec Olivier Létang qui nous expliquait plusieurs choses sur ce stade. On est quasiment le club de Ligue 1 qui n'étant pas propriétaire de son stade qui paye le plus cher. Tout à fait. 5 millions d'euros. On paye 5 millions d'euros. Tout à fait. 5 millions. Vous avez expliqué, donc on est le club qui paye le plus. Dans le stade, qui est un des plus beaux de France, mais qui est, en termes d'accessibilité, est-ce que c'est normal que même sur un match de Coupe de France, tu attends 1 heure quasiment des fois, tellement tu vois les files d'attente. Tout ce qui est buvette n'est jamais alimenté. Tout ce qui est autour du stade ne se fait pas. Parce que effectivement, il a, je pense, alors Merlin est derrière, parce que c'est Merlin qui a fait la proposition de rachat. Mais Létang, c'est un salarié, il faut pas se le cacher, c'est un salarié de Merlin. Ils veulent un stade pour faire quelque chose de ce stade autour. C'est-à-dire que créer quelque chose LOSC. Et que ce stade, réellement, il est beau, mais quand on va dedans, il est un peu froid quand même. Quoi. Voilà. Il est béton. Les sièges, alors il y a une page Facebook qui existe depuis des années qui s'appelle Des sièges rouges au grand stade. Bah oui, ça changerait quand même la tête un peu de ce stade parce que quand tu rentres dedans, ces sièges gris, cette masse un peu béton, ce que je disais tout à l'heure, les buvettes, l'accès, etc., ils ne donnent pas envie ce stade, désolé. Donc je pense aussi qu'ils ont besoin de ça, ils veulent marquer leur empreinte, c'est marquer l'empreinte du club à un endroit et l'endroit c'est le stade.
Alors, je vais vous donner des informations qui vont pouvoir peut-être étoffer votre raisonnement et votre analyse. Je vous rappelle que le Grand Stade, c'est le projet Eiffage qui était à l'origine, c'est-à-dire le jour de la décision, il était valorisé à 440 millions d'euros. Alors que son concurrent, enfin le concurrent direct qui normalement aurait dû gagner selon les critères initiaux du choix était le Nordpac à 332 millions. Pour vous donner un ordre de grandeur, la redevance d'Eiffage est à 14,2 millions d'euros à peu près. Il y a eu quelques modifications par la suite par rapport aux estimations de recettes, alors que celle de Nordpac était seulement de 10 millions d'euros. Je vous rappelle que là, on paye. La MEL paye 15 millions d'euros, le loyer est de 15 millions d'euros, dont 5 millions pour le LOSC. Alors, la question, c'est finalement comment on peut organiser ce rachat du stade en sachant que il appartient aujourd'hui à Eiffage, donc la filiale à Elisa, la filiale d'Eiffage, à terme, dans 30 ans, il va revenir à la MEL. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties qui sont concernées là-dedans. Est-ce qu'on peut imaginer une solution favorable en sachant que, visiblement, Eiffage a déjà refusé par 2 fois? Qui veut rebondir? Georges, je sais que tu aimes bien parler chiffres. Ouais. Non, j'aime bien parler poésie ou commencer par une métaphore. Disons que, en général, quand tu te soucies autant d'un écrin, c'est peut-être que tu as envie de mettre un beau bijou dedans. Donc, on va essayer d'être optimiste par rapport à ça. Mais moi, la question que je me pose, évidemment, c'est le pourquoi. Alors, en effet, j'ai lu, je pense que Cédou, en son temps aussi, aurait souhaité, à mon avis, très concrètement, pour les raisons notamment qu'évoquait Patrick sur toute cette partie un peu impersonnelle du stade. C'est vrai que on sent vraiment que le LOSC est un club locataire, quoi. Quand on compare à quelques clubs voisins, on s'aperçoit que là-dessus, il y a une vraie problématique. Mais par-delà, moi, la question que je me suis posée, c'est vrai que sans chercher à comprendre les dessins de Merlin, dont Julien nous rappellerait très clairement qu'ils sont abscons à souhait, on ne sait pas où ils veulent venir, je me dis quand même que cet Il réagit achat, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je vous donnerai sa citation tout à l'heure. S'il y a achat envisagé, c'est quand même derrière ce trame quelque chose d'intéressant. Enfin, je veux dire, j'ai toujours cru comprendre, si je me trompe, que Merlin simplement souhaitait maintenant, au travers de ce que disait Yann Fossurier, préserver le club, le conserver, le maintenir à un niveau intéressant pour pouvoir, une fois la dette résorbée, le revendre avec une vraie plus-value. Donc, mais même dans ce cas, enfin, j'imagine, parce que s'ils achètent le stade en question, c'est quand même un risque pris. Donc, c'est un peu la question de l'après Merlin, ou alors tout au moins 2 choses l'une. Ou Merlin décide de s'investir durablement, ça ne me semble pas être le cas, ou alors c'est clairement, ils ont dévisé sur des investisseurs qui seront en mesure d'acheter et un club et un stade. Donc, à mon avis, sûrement pas un tout petit investisseur. Donc, c'est très questionnant. Moi, je ne suis pas dans les secrets d'alcôve de ce qui se trame, mais c'est ce qui m'interroge. Est-ce que finalement, s'ils sont prêts et manifestement prêts à mettre le prix pour acheter un stade, qu'est-ce que ça peut tramer derrière et qu'est-ce qu'on peut envisager comme avenir pour le LOSC? Parce que moi, au bout du compte, c'est quand même ça qui me préoccupe le plus, quoi. Alors attention, moi je pense qu'il faut se mesurer aussi sur l'investissement, notamment de Merlin. C'est de se dire que ce stade, il ne sert pas qu'au LOSC. Ouais. Et que tu as quand même tout ce qui se passe dans la boîte à spectacles, les concerts, etc. Et le mot sur Merlin, il est prononcé. Ce sont des investisseurs. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'ils sont, de toute façon, ils ne sont pas là pour faire... voilà. Ce n'est pas une association loi 1901, Merlin. Et je pense bien sûr. qu'ils ont tout pris en compte. Et je pense que le LOSC, ce n'est pas uniquement la priorité d'avoir le stade pour en faire l'écrin du LOSC. Si c'était un vrai stade, entre guillemets, que foot, comme peut être le Groupama à Lyon, par exemple, ou Arsenal, voilà, ça serait plus facile à comprendre. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je t'entends, mais je veux dire, je me permets juste en aparté, parce que c'est exactement, loin de moi prendre les gens de Berlin pour des philanthropes, je sais pertinemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que de toute façon, je pense que ce stade ne peut être rentable et intéressant que
par-delà tout l'événementiel qui existe, s'il y a quand même un club de foot qui joue, parce que c'est Ah, mais quand bien même la sûr. principale Ah, mais activité évidemment. du club, et un club de foot qui joue à des niveaux intéressants, c'est-à-dire qu'il puisse jouer de manière régulière, par exemple, une Ligue des Champions, quoi. D'ailleurs, Donc, pour affiner l'analyse, il faudrait savoir qu'il y a un point de divergence dans les informations qui sont sorties aujourd'hui, c'est est-ce que le projet est de racheter les murs, c'est-à-dire le stade dans son ensemble, ou simplement L'exploitation. l'exploitation du ouais. stade. Déjà là, on aurait une tendance. Lorenzo, je sais qu'il est bientôt l'heure Ouais, que… mais en fait, je voulais juste dire un truc, après je voulais, c'est par rapport à ça. Je suis pas spécialiste des chiffres, de tout ce que tu disais par rapport à FH, la mail ou que ce soit. C'est juste que, vu que, en gros, comme vous disiez, c'est. Après, oui, c'est vrai qu'il est utilisé pour beaucoup de choses, mais au final, c'est le LOSC, l'équipe qui l'utilise le plus. Non, pas l'équipe, mais bon, la société qui l'utilise le plus. Ça serait pas mal d'avoir un stade beaucoup moins froid, en fait, de ce qu'on a. Donc là, je rejoins Patrice. Donc, par rapport au fait qu'au niveau économique, ça peut être quelque chose que Merlin fait par rapport après et à revendre le club, ou que ce soit, je peux le comprendre. Mais en tant que supporter, si je vais dans un stade où il y a un siège qui est de la couleur du club, c'est une buvette un peu plus meilleure ou un service et un accès meilleur, tout ça. Après, moi, je ne connais pas le fait d'arriver, par exemple, au stade en voiture. Je ne sais pas du tout. Je dois aller à métro, donc je ne sais pas. Mais donc, si c'est un peu pour améliorer tout ça, ça me va bien pour avoir quelque chose de plus chaud et plus accueillant pour le club et pour ses supporters. Mais ouais. Après, si c'est quelque chose pour vendre le club avec le stade, ça peut être même pas mal parce qu'au final, si c'est un projet ambitieux qui aura beaucoup plus d'argent pour acheter soit le club, soit le stade, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je le dis juste en tant que supporter. Si je vais dans un stade où, par rapport à avoir des sièges gris, il y a des sièges, je ne sais pas, rouges, où il y a le logo du LOSC, où il y a quelque chose en plus qui me fait sentir à la maison, pourquoi pas? Après, je ne sais pas les idées du groupe. Ça serait vendre le club, le stade, l'exploiter de façon différente. Mais par exemple, il faut se rappeler, même si ce n'est pas le même exemple, que le Barça, il s'est sauvé même parce que pour une partie, il a pu vendre tout ce qui était un peu lié à l'exploitation du stade, le fait de l'avoir vendu à Spotify qui lui a donné beaucoup d'argent et tout comme ça. Donc, c'est quand même un patrimoine et ça peut être quelque chose de pas mal si ça devient un patrimoine de l'équipe. Donc, Ouais. De toute façon, la tendance pas. en Europe, c'est que les clubs, les stades appartiennent aux clubs, hein. En Mmh. Italie, de mémoire, Milan, ils Par ont exemple, en Italie, déménagé. c'est pas utilisé ça. Il y a beaucoup de clubs qui continuent à payer en fait la ville et la mairie. Mais par exemple, quand la Juve, ils ont inauguré le Juventus Stadium, que c'était quelque chose de vraiment innovant ici parce que personne n'avait un stade comme ça. Franchement, moi, j'y étais et il y a un centre commercial, il y a beaucoup d'activités, des choses toujours autour au fait que c'est quand même le stade de la Juve et il y a pas une autre équipe. Donc, ça a amélioré beaucoup. C'était vraiment quelque chose d'innovant. Donc, Mmh. pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Donc, avec Après, ça, moi, je vous laisse. Et l'unique chose que je vais dire, c'est que pour moi, le match contre Toulouse va terminer 3-1. Et vu qu'on en a parlé beaucoup, pourquoi pas, il y a un but de Benjamin André. Donc, je vous remercie. Comme ça, suivez-moi sur Dog Italia, sur Twitter et sur Instagram. Et j'espère qu'on se voit la semaine prochaine. Donc, À voilà, bientôt, voilà, merci Lorenzo. À bientôt, merci de ta participation. Je voulais donc, juste petit aparté, rajouter… je voulais dire au niveau du Oui, stade, oui, c'est que finalement, le stade est toujours à l'image d'un club. Par exemple, à Lens, à l'image de ses supporters, Lens est locataire de son club mais ne paye pas de loyer, quoi. ils ont un bail amphithéotique. Alors, je sais s'ils payent un Ah, ils loyer, payent mais pas. c'est vraiment quelques centaines de milliers d'euros par an. Enfin, Voilà. c'est Ils ont la PL. le pourboire. Je voulais juste rappeler mes sources, simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de le montrer. Donc, le livre Le Grand Stade de Lille, un livre de Marie Doucy, qui a été écrit il y a une dizaine d'années sur justement les dessous du dossier du Grand Stade. On a également la saga des stades du LOSC. Oh, je ne sais pas si on le voit, voilà, on le voit bien.
Donc de Stéphane Carpentier, qu'on avait reçu l'année dernière dans l'émission. Donc, des livres qui ont été édités par les Lumières de Lille, l'excellente maison d'édition lilloise. On va essayer d'avoir le responsable, le patron cette année en tant qu'invité. Donc on aura l'occasion d'échanger avec lui, notamment sur ses bouquins. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, on a un grand oui de Leif qui nous dit un grand oui pour le rachat du stade. On paye un loyer de fou. Il rajoute le temple sponsor du club. Je ne sais pas s'ils pourront nous aider à racheter le stade, mais bon, en tout cas, c'est très sympathique. Christophe, franchement, quand on voit le stade de l'OL, c'est un village autour du stade, on est à la rue. Je vous avais promis une réaction de Julien, elle est présente. Si ils ont du fric, 300 millions d'euros à mettre qu'ils les mettent dans les caisses du club, dans le mercato, parce que franchement, on n'a rien, et surtout pas le remplaçant de Botman. On a bien compris que c'était pour valoriser les actifs du club, car si tu possèdes Luchin et ton stade, tu revends beaucoup en majuscule plus cher ton club. Il faut arrêter de nous prendre pour des dindons. Ils ont du fric à s'en faire. Point. Je vous avais promis du virulent. Il est en pleine forme, Julien. Une belle vitrine pour revendre derrière, c'est l'avis de Christophe. Alors, Leif revient sur le stade de Lyon, qui est peut-être beau, mais qui est toujours vide, car ils ont du mal à remplir. Le stade est très en retrait de la ville. Ouais, il fait 60 000 quand même, 60 quelques mille quand même. C'est aussi peut-être une raison pour laquelle ils ont du mal à remplir. On a Julien qui revient sur n'oubliez pas que le stade devait être personnalisé aux couleurs du club résident les soirs de match grâce au tube qui l'habille à l'extérieur. Faute de budget, ça ne s'est jamais fait. Christophe qui nous fait cette remarque très amusante. Merlin veut créer un centre de formation de jardinage, c'est possible, donc eu égard aux difficultés récurrentes de la pelouse. Et puis Julien qui est toujours en pleine forme. Je n'en peux plus d'entendre parler de nos pseudo-ambitions sportives alors que les actionnaires n'ont rien mis dans le mercato. C'est pas entendre qu'ils sont prêts à acheter le club me rend dingue car le pognon, ils l'ont. Il est en pleine forme. Hein. Je vous avais promis du Julien virulent. Il est très virulent. On aura le plaisir de l'accueillir la semaine prochaine dans la prochaine émission. Un point à rajouter sur cette histoire de stade, Patrice, Georges? Non? On peut passer à Toulouse? À voir. Donc, Oui, c'est ça. on va voir. Mais en attendant, on va d'abord aller regarder le match contre Toulouse. C'est le prochain rendez-vous du LOSC samedi à 21h. Alors, un titre dont j'ai parfois un peu honte. Hein. To win contre Toulouse, il fallait le faire. Mais j'ai vu qu'elle avait été reprise par le site officiel du LOSC. Je ne sais pas si ils ont autant d'imagination que moi ou s'ils sont habitués à nos lancements du bistrot d'aller LOSC. Si c'est le cas, je les salue. Toi, c'est la deuxième version. Je ne sais pas, on verra. Il nous fera un petit clin d'œil. Si vous regardez l'émission, faites-nous un petit clin d'œil sur le site durant la semaine. On aura l'occasion de le voir. Et puis surtout, Toulouse to Win, c'est le morceau d'un des plus grands swingers. Enfin, un mec qui fait que j'adore Toulouse, quoi. Voilà, on salue le grand Claude. Lui-même. Voilà. Et donc, Toulouse, alors, on a Toulouse 11e du classement de la Ligue 1 avec 8 points. Lille est 8e avec 10 points, donc 10 points devant. 8e, 11e, c'est presque un ventre mouico pour l'instant. On n'en est pas loin. On a Toulouse qui a 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 8 buts pour, 11 buts contre, donc un goal average de -3. Alors que Lille, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts contre, 14 buts pour, 15 buts contre et un goal average de -1. Comment voyez-vous ce match? On va commencer par Georges cette fois-ci. Georges, comment tu le sens, ce match de Toulouse? Ça sent bon? Est-ce que Toulouse, est-ce que c'est un faible ou est-ce que c'est un fort? Ah, éternel libre. En théorie, vu leur fils, ce serait plutôt une équipe contre laquelle on aurait tendance à vivre une soirée tranquille. Mais moi, je les avais vus en début de saison. C'est un promu à Toulouse, on l'a pas vu dans la présentation. Ils avaient eu une entrée en matière assez intéressante. Hein. Je crois qu'ils ont démarré par quelques bonnes perfs. Je les avais vus jouer, je crois, contre Nice, c'était vraiment assez sympa. Puis là, ça marque un petit peu le pas.
J'ai l'impression que leurs dernières sorties sont pas extrêmement brillantes. Euh, je pense qu'il n'y a pas le choix. Là, il faut rebondir sur ce match-là. En théorie, je pense que ça fait plutôt partie des équipes qui nous réussissent. En tout cas, si on ne gagne pas celui-là, ça va devenir compliqué pour la suite, quoi. Alors, l'entraîneur de Toulouse, si je dis pas de bêtises, c'est un que vous connaissez bien dans la région, c'est Philippe Montagnier, Mhm. qui a fait beaucoup de clubs dans la région, qui a pas fait le LOSC, mais en tout cas qui est connu pour ses qualités, et notamment à ce niveau de clubs, c'est-à-dire des clubs qui montent de la Ligue 2 pour les installer en Ligue 1. Il a déjà fait ses preuves dans le passé. Patrice, tu veux nous donner un sentiment? Qu'est-ce que tu penses de ce match contre Toulouse? Est-ce que c'est un rendez-vous qu'il ne faut absolument pas rater? Alors complètement, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Alors moi, je ne connais pas Toulouse, je ne les ai pas vus jouer cette année. Donc voilà. Je sais que l'année dernière, ils ont fait une belle saison de Ligue 2. C'était certainement l'équipe qui jouait le mieux. Je me demande s'ils n'ont pas battu à un moment le record de buts marqués ou quelque chose comme ça. Donc c'est une équipe qui joue plutôt bien. Mais je ne les ai pas vus en Ligue 1 cette année. Nous concernant, alors c'est très marrant parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, samedi soir après le match de Marseille, il y avait par endroits le feu partout, il y avait déjà des hashtags Fonseca out et tout ça. N'oublions pas qu'on a joué 7 journées, donc on est à la. Alors, moi j'appelle ça ce mini championnat là jusqu'à la Coupe du Monde parce qu'il reste, on va jouer 15 journées. On va jouer 15 journées avant cette grosse trêve là d'un mois, donc on n'a pas l'habitude. On est juste huitième. On a perdu 3 matchs. Alors, un contre Nice qu'on ne méritait pas de perdre. Mais il ne faut pas oublier que les seuls matchs qu'on a perdus, entre guillemets, c'est le PSG à domicile et Marseille chez eux. On serait à la 19e journée, c'est-à-dire à la fin des matchs allés, et on aurait joué ces matchs-là à la 16e et 18e journée. Eh ben, on les aurait perdus aussi, mais on ne serait pas dans cette espèce de catastrophisme à un moment qu'on a pu voir. On Par a contre, perdu aussi contre Nice, hein. on a alors Nice, Oui, mais il alors, on évoquait, a ouais. perdu, on perd sur 2 pénaltys. On ne va pas refaire le match, mais Nice, on n'a pas normalement à le perdre. Voilà. Maintenant, quand on regarde bien la chronologie de ce qui nous arrive là, justement dans les 8 prochains matchs avant cette grosse trêve, on a Toulouse. Derrière, on va à Lorient. Après, il y a le derby qui sera un match un peu particulier. De mémoire, il nous reste Monaco, il nous reste Angers. Il y a les points, ils vont être là à prendre. Et c'est là qu'on fera le bilan dans 7-8 matchs. Ce n'est pas aujourd'hui où il faut se dire ah non, on n'est pas bien. Parce que bah oui, on a juste perdu Paris et Marseille. Par contre, Toulouse, ouais, c'est un match super important. Parce que si on fait la même chose quand on disait tout à l'heure, faible contre les gros, fort contre les faibles, c'est exactement la logique. Aujourd'hui, le club communique sur une 7e place. Donc c'est assez simple. Quand vous regardez la Ligue 1, pour moi, il y a 3-4 équipes qui sont quand même plus fortes que nous dans ce qu'on a vu sur le début, pour Paris, Marseille, certainement. Lens, je ne sais pas encore, mais aujourd'hui, je les mettrai à notre niveau. Je pense que Rennes, avec ce qu'ils sont en train d'avoir, bon, ils jouent l'Europe en ce moment, mais ils sont un peu plus forts que nous. Il n'y a pas beaucoup plus. Quand on dit 7, je pense que dans la tête, c'est 6. Parce que 6, normalement, on sera européen à la fin de la saison, Alors, sauf si le PSG ne gagne pas les coupes. Olivier Létang ne s'était pas prononcé depuis le début de saison et dans ses discours, il laissait du temps à Fonseca de s'installer et d'installer son projet de jeu. Mais dans une interview récente, là, cette semaine, il a reprécisé que l'objectif du LOSC, c'est d'être européen régulièrement et tous les ans, c'est Oui, possible. ouais. Sauf que cette année, il a dit que l'objectif de cette saison était 7e. Donc effectivement, quand il dit 7, c'est pour ne pas mettre une pression dans ce début de saison. Dans 7, on sait très bien que c'est 6 ou 5 dans sa tête. C'est évident. Et si on veut recruter pour l'an prochain ou à une autre période, il faut qu'on soit européen parce que tu ne fais pas venir des joueurs quand tu n'as pas la Coupe d'Europe Bien qui est sûr. au bout. Donc c'est ça. Donc ces matchs-là, ils sont hyper importants. Ils sont beaucoup plus importants qu'un déplacement à Marseille, qu'une réception du PSG. Il va falloir apprendre cette année à gagner ces matchs-là. Comme on a mangé au Cerf, comme on a gagné à Montpellier. Enfin, c'est vraiment là, les 2 journées qui viennent là, il faut les 6 points. Il faut Toulouse, il faut Lorient, il faut 6 points en sortant de là et rentrer dans le derby avec ces 2 victoires-là. Alors, les résultats de Toulouse, hein, on parlait de deux victoires tout à l'heure. Ouais. C'est la première journée, c'est la dernière journée, là, ils gagnent à domicile contre Reims, 1-0.
Et en début de championnat, ils ont gagné à 3, 0-3. Le reste, ils ont notamment Ouais, ils ont une le défaite PSG à aussi. l'extérieur à Clermont, une défaite contre le PSG et contre Nantes, ce qui nous donne un élément de comparaison. Ils ont perdu 3-0 à domicile contre le PSG et ils ont perdu à Nantes 3-1. Et ils ont fait donc des matchs nuls, donc contre Lorient, contre Nice. Donc voilà, donc c'est un parcours relativement équilibré pour ce promu. Quand on a beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux, donc on a euh, Christophe qui considère que le vrai test, c'est le TFC, un peu dans l'esprit de ce que tu disais, Patrice. Ce sont des matchs qu'il faut, si tu veux justement pouvoir ambitionner un classement intéressant, il faut absolument battre ces équipes qui sont situées un peu plus bas dans le classement. On a Julien qui nous précise que Philippe Montagnier a entraîné Boulogne, Valenciennes, Lens, et Lille est le seul club où il n'est pas laissé son marque de son passage. Christophe, une belle équipe finaliste de la Gambardella il y a 2-3 ans est bien renforcée. Des actionnaires qui mettent le fric. Euh, et Julien remet une couche sur Jardy, mais en disant qu'avec Chevalier, on serait peut-être un peu plus haut au classement qu'on ne le serait maintenant. Je ne suis pas persuadé que si on reprend l'historique des matchs, on puisse arriver à la même conclusion, mais on aura l'occasion d'en débattre avec lui lors de son prochain passage au bistrot d'aller le LOSC. Euh, Georges, tu as quelque chose à Ouais, ouais. rajouter sur ce match? Non, moi j'étayerais un petit peu, j'appuierais sur Julien. Je pense quand même qu'on prend un point contre Nice, au moins, quoi. Mais bon, après, on peut faire le monde avec des si, voilà. Ce qui est acquis, et l'inverse c'est vrai aussi. Moi, je voulais revenir quand même, ouais, en effet, on évoquait l'importance de ces petits rendez-vous, avec quand même un gros bémol pour Lorient, parce qu'en ce moment, Lorient, ça n'a rien d'une petite équipe, hein. Ils plient tout le monde et ils sont vraiment impressionnants. Et après, il y a le derby. Donc là, après Toulouse, il y a vraiment deux beaux cols, hein, pour rester dans la métaphore cycliste, deux beaux cols qui arrivent. Parce qu'en effet, je suis comme toi, Patrice, je ne sais pas ce que donnera Lens d'ici la fin de la saison. Mais actuellement, pour les avoir vus jouer, dans l'état présent des choses, c'est très fort. Pour l'instant, c'est très fort. Après, c'est un peu la patte aise. On sait que Oui, ça a tendance à avoir des hauts et des bas parce que il y a une grosse demande de débauche physique. Je ne suis pas sûr qu'ils aient un banc super rempli. Ça finit toujours un petit peu par s'essouffler à certains moments, ce qui fait qu'au final, ils laissent chaque saison une grosse impression et puis ils finissent juste mais, à la 7e, 8e place, quoi. ouais, mais complètement. Mais en plus, alors, on est les seuls à avoir joué Oui. les deux gros. Aujourd'hui, là, il va y avoir des Lens-Lyon, on va commencer à voir, mais on ne parle pas que de Lens, hein. Il y a peu d'équipes qui se sont en réalité rencontrées. Le PSG a rencontré deux équipes, on va se mettre dans les gros si on veut se mettre dans les gros. Ils ont rencontré Monaco, ils ont fait un nul. Point, quoi. Avant, ils avaient atomisé Mhm. tout le monde. Sur Lorient, je suis d'accord avec toi, ça joue bien. Qui sont Mhm. quatrième, Lorient, hein. Ils sont Il faut avoir. Ouais, quatrième, mais ouais. ça joue super bien. Ils ont éclaté Lyon, ils en ont mis trop. Alors, ils ont un peu la même philosophie. Moi, je les ai vus jouer, alors, parce que moi, je vais juste pour dévoiler, je suis breton d'origine. C'est aussi pour ça Ouais. que je suis pilier de bistrot, quelque part. Ouais, ça aide. Tu Voilà. avais tous les atouts pour en Ah, devenir excellent. j'ai tous les gènes, quoi. J'ai vécu la moitié de ma vie en Bretagne et l'autre moitié dans le Nord. Donc, effectivement, il y a un moment, tu peux plus te renier. Donc, je les regarde assez régulièrement parce que j'ai des parents qui habitent pas très loin. Ça joue super bien. Ça a une vraie philosophie de jeu qui ressemble un peu à la nôtre. C'est-à-dire que leur entraîneur, qui est un jeune entraîneur qui s'appelle Lebrise, c'est quelqu'un qui a une philosophie de se dire un match gagné, c'est un but de plus que l'autre. C'est pas d'en encaisser un de moins. Donc, ouais, Mhm. ça peut faire aussi des très très belles parties. Je pense que ça va être un match intéressant au niveau Tout jeu. à fait, ça va jouer Quelle que soit l'issue, ça peut être complètement. belle opposition. Mais oui, il faut gagner ces matchs-là, quoi. Si on veut être, voilà, si on veut Mhm. pas finir ventre mou 10e comme l'année dernière, c'est des matchs. On n'a même pas à avoir peur de Toulouse, quoi. Désolé. En théorie, non. Alors, il y a des réactions, il y a des premiers pronostics sur les réseaux sociaux. Donc, on a Fabien qui nous dit LOSC 2 contre 0 à Toulouse.
Et Christophe qui nous précise aujourd'hui, malheureusement, Lille est en dessous de Lens au niveau qualité, hein, c'est son analyse. Et donc, nous avons dans les précisions sur le si j'arrive à. Je n'arrive pas à les voir. Si, voilà. Fabien, donc 2-0 pour Lille et il prévoit un doublé de Jonathan David. Alors justement, c'est à votre tour. Est-ce que vous voulez jouer les fins pronostiqueurs et nous faire part de, de votre avis sur ce match? Quelle est la tendance? Georges? Allez, on va dire que comme Toulouse s'essouffle un petit peu, on est à l'aise et qu'on a un grand gardien de but maintenant. Notre premier clean sheet est en 3-0. Tu veux t'essayer au buteur? Les buteurs, alors, on ne va pas refaire le coup de Liadji à Christophe parce que plus personne n'y croira, mais on va dire ouais, un allez Bamba qui reprend le compteur but. Tout à l'heure, Lorenzo parlait d'un but de Benjamin André, ça me ferait plaisir aussi. Et puis David. Voilà. Donc Julien, un petit 1-0, but de Diallo de la tête. Patrice, est-ce que tu as un pronostic pour ce match? Alors moi, je suis hyper mauvais parieur, sinon je serais super riche. C'est comme moi, on a cette même qualité. J'en Voilà. étais arrivé à un point à pronostiquer les défaites exprès de Lille Ouais, pour je sais, justement. je me souviens d'ailleurs, la dernière fois que tu l'as fait, on était ensemble et on a perdu. Voilà, donc C'était c'est pour avant- ça que j'ai arrêté. C'était avant d'ailleurs. Derby au mois d'avril, donc t'as dit. C'est pour Je ça suis que très, c'est pour ça très que j'ai mauvais arrêté. pronostiqueur, donc je Ça ne parie marchait plus. je pronostique la victoire de Lens. Ce jour-là, tu avais en plus raison. Mais bon, plus sérieusement, le clean sheet, ouais, ce serait sympa, vraiment. Ce serait marquer les choses. Moi, je dis 2-0. 2-0 pour Lille. Buteur Ounas, parce qu'il va être titulaire et ça va être son premier match titulaire, c'est pas mal. Et puis Jonathan David, parce que on se rend compte que c'est un garçon qui marche vraiment, vraiment au moral. Et plus il enchaîne les buts, plus il en marque. L'année dernière, il a eu un trou abyssal et on a vu qu'en début de saison, il était présent. Donc, il faut qu'il continue, lui, à marquer. Voilà, alors Christophe nous dit si Cabella est là, on gagne, hein, les sera 3 pas là. défaites, mais il ne sera pas là, hein, c'est ce que j'allais préciser. Leif qui nous dit 2-0, but de David et but de Gomez. Alors, je ne sais pas lequel. C'est facile de pronostiquer les buts, Ouais, les en buts ce de moment, Gomez ouais. finalement, c'est sympa. Sinon, tu dis André aussi, c'est pas mal. Ouais. Donc, Christophe qui nous dit 3-1 pour nous. Ça clôt la série des pronostics, hein, et ça nous permet de terminer cette émission donc, sur l'actualité du club. Je voulais remercier, comme d'habitude, tous les internautes qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que ce soit en direct ou sur le replay qui est diffusé sur la chaîne YouTube. Je voulais remercier également les piliers de ce soir. Donc, un merci à Lorenzo qui a dû nous laisser. Hein, le décalage horaire en Italie est très important et donc on l'a laissé aller se coucher. C'est pas tout à fait exact, hein, mais bon, on vous livrera pas les secrets des alcôves du bistrot de l'Élosque. Merci à toi, Georges, pour ta participation. De rien. Merci François. Merci à tous. Merci à toi, Patrice, pour ton nouveau statut de pilier de bistrot. Merci, François. Bah ouais, ça y est. Merci, François. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On revient à un horaire qui est beaucoup plus habituel, donc mardi soir à 20h30, pour aborder finalement le match de Toulouse, l'analyse après-match et puis le prochain match, donc, qui sera le match contre Lorient. Donc, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Comme chaque semaine, notre émission se termine par un Allez le LOSC et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et profitez bien du match à Pierre-Mauroy samedi. À bientôt. Salut, ciao. Ciao. Ouais.